ministère public contre M. Cissé Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Ibrahim Baldé, venez à la barre, s'il vous plaît. Vous voulez parler étant debout ou vous voulez vous asseoir? Je vais commencer par m'arrêter. À tout moment, vous pouvez demander au tribunal de vous asseoir. D'accord, Monsieur le Président. Et dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal que vous voulez vous reposer. D'accord, Monsieur le Président. La loi sur les règles de protection des témoins ainsi que des victimes vous confère beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Le cas contraire, si vous voulez être entendu à la présence du public, vous pouvez le dire. Oui, j'accepte d'être entendu en présence du public, Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés? Je dois connaître certains. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement défilé aussi à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez, ou certaines d'entre elles? Pratiquement non. Maintenant, dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains? Personne, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux, ils travaillent pour vous? Actuellement, non, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux ou certains d'entre eux? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire? Non, Monsieur le Président. Aucun lien? Aucun lien. Alors, vous comparaissez à la barre de ce tribunal en tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu, entendu. Donc, vous ne direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer à la barre de ce tribunal de dire dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et vous direz « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Bien, Monsieur le Président. Alors, M. Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord par, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre... Voilà. Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Ah. Vous avez quel âge? Je suis né le 1er mai 1969 à Zérekoré. Votre profession? Gendarme à la retraite. Où vous êtes domicilié? À Sanoya. Ok. Allez-y. Je disais, Monsieur le Président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. Par la même occasion, demander à Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre,
notamment les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessures, mais aussi aux familles des décédés, mes condoléances les plus attristées. Ceci dit, Monsieur le Président, concernant le 28 septembre 2009, permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 septembre, plutôt le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire. Arrivé en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le Président, sur le serment que je viens de prêter, la gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. À plus forte raison, les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres nouvellement recrutés, très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la devanture de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-lieutenant. Moi, je venais de passer au grade de commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé, c'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas d'élève gendarme, il n'y a pas de gendarme stagiaire, il n'y a pas de mari-chef, d'adjudant-chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Je dis, bon, tu déposes l'arme et je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-lieutenant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Kaléa, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En connivence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour répondre à l'appel des unités qui devaient être les unités de gendarmerie. De quoi s'agissait-il? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte qu'aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre, ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc les 3 vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée devaient être sur le champ rajeuni. On a fait ça et nous avons créé 7 autres escadrons. Ça fait automatiquement, en moins de 4 mois, 10 escadrons pour la République. Donc, 3 escadrons rajeunis et 3 autres 9, ça fait 6 escadrons pour la capitale Conakry. Les autres, les 4 escadrons restants, on a envoyé un à Kindia, un à Labé, un à Kankan et le dernier à Zérekoli. Ce qui veut dire qu'en 5 mois, la Guinée disposait déjà de 10 escadrons de gendarmerie mobile. Alors, pour revenir un peu en arrière,
À partir des 10 escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. Puisque les escadrons mobiles peuvent évoluer, comme leur nom l'indique, de Conakry à Yom. C'est des unités qui sont cantonnées en un endroit, chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobile, elles peuvent se retrouver partout. Alors il fallait faire face aux problèmes de matériel. Là-bas aussi, à la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de véhicules. Mais ce qui était très loin, très loin de ce que nous avions besoin. Pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est opportun et important de vous dire, Monsieur le Président, qu'un escadron de gendarmerie mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en 4 pelotons. Et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron 3 pick-up, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Ouattara, il appelle à Dixine, il bondit, il vient. Il est à Kaloum, tu l'appelles à Ratoma, il bondit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de pick-up, si vous n'avez que 3 pick-up, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations, que 30 bonhommes. Le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les bâtons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. Mais il fallait commencer à se débrouiller par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-up et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire, de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, Monsieur le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, hein, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivée chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre, et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de 2e section à la retraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand je dis rumeurs, de façon totale, pour dire que le président Dadis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées.
et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoie des messages. Vous avez un numéro Orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille. Pas de solution parce que la junte veut se présenter candidat. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'état-major général des armées en personne. Mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message, et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion, il y a un message qui est parti. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Donc on se retrouve au camp Alpha à telle heure pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. Mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Et ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. On vous comprend. Alors, Monsieur le Président, nous avons partagé des informations. Moi-même, j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde. Parce que les gens, à ce que je comprenne, avec les différents messages que j'ai vus, les gens vont sortir. Donc, les autres aussi, chacun a donné son avis. Et au chef d'état-major général des armées de dire, écoutez, j'ai reçu des instructions, je vous passe les instructions. Pour que chacun d'entre vous, dans sa position, prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé. À rappeler que, autour du chef d'état-major général des armées, nous tenions souvent des réunions à caractère opérationnel, sur la gestion des frontières, sur la gestion de certains problèmes, n'est-ce pas, des grandes localités du pays, dans toutes les régions. Et c'est comme ça, il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné. Donc, finalement, il a dit tout le monde dans les casernes, sauf la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police sont des unités, détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. On a essayé d'un peu comprendre, partant des réalités de nos unités, par rapport aux moyens conventionnels, mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un chef d'état-major général des armées, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Le temps ne convenait plus. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ne pensaient pas que ces manifestations-là allaient avoir lieu. C'est ainsi que il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger, pour un premier temps, de refuser les regroupements, donc d'empêcher les regroupements, et pour un deuxième temps, de disperser dans la mesure des moyens.
j'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie. Je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie relevait expressément de l'état-major général des armées. Si aujourd'hui on dit haut commandant, haut commandement, c'est au bénéfice des réformes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée, mais qui n'amenaient pas le chef d'état-major ou le haut commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions idoines. Parce que se sentant coincé, alors que la gendarmerie est un corps transversal. Pour faire le maintien d'ordre, s'il faut demander le chef d'état-major général des armées, qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire, pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent, les gouverneurs, les préfets, les maires, les sous-préfets, etc., etc. Ça, c'est venu après. Mais en ce moment-là, vous n'avez rien à faire si le chef d'état-major général des armées n'est pas informé. Ça, c'est une réalité crue qu'il faut assumer. Donc, j'arrive, je monte ce qu'on appelle un PC, un poste de commandement, au niveau de l'état-major. Le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef d'état-major. Et puisqu'il y a une crise qui est annoncée, il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement. Le poste de commandement, pourquoi le poste de commandement? Parce que un chef d'état-major qui s'assoit dans son bureau, qui dit « toi va là, toi va là, toi va là, toi va là », a moins de chances que ses ordres soient mieux exécutés. En ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain, des troupes qu'ils commandent, que de les amener à des obligations fortuites, ne tenant pas compte de leur réalité. Donc on a choisi un certain nombre, dans la région spéciale de Conakry, d'officiers accrédités pour venir monter ce poste. Premier rôle pour le poste, c'était de concevoir un plan d'opération conformément aux instructions reçues. Parce que le plan d'opération, vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données. Sinon, en ce moment, vous faites ce que vous voulez. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a fini avec le plan d'opération, on a réuni tous les chefs de Conakry. Les 6 escadrons, leurs commandants adjoints et chargés d'opération, les 3 escadrons départementaux, leurs commandants adjoints et chefs d'opération. Tous se sont retrouvés dans les environs de 16h, 17h, n'est-ce pas, à l'état-major. Sous ma responsabilité, nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération. Ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays, ensuite la situation particulière du 27 qui tend vers le 28. Et conséquemment, on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions. C'est pourquoi nous avons mis sur place 2 dispositifs distincts, mais qui se croisent à des endroits. Le dispositif des escadrons départementaux, qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire, sans compter du renseignement. Donc ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on jette des cailloux ou lorsqu'on disons, on frappe sur un gendarme. Ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours. Par contre, ils peuvent dissuader. Donc, ceux-ci, on les a mis en position statique. Vous, là, cette zone, je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération. Le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur.
je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer, mais ce plan d'opération, il datait du 27 septembre 2009. Donc, position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin. Parce qu'à date, un escadron départemental a 150 bonhommes, mais pour un pick-up. Donc, même s'ils doivent faire une patrouille légère dans leur rayon, ils ne feront la patrouille légère qu'avec maximum 10 bonhommes. Alors, quant aux escadrons mobiles, par escadron, je crois, on avait entre 2 mobiles, véhicules, qui pouvaient tourner autour des positions statiques, mais aussi aller loin. S'ils apprennent, on les appelle pour dire qu'il y a un regroupement quelque part, aller loin pour aller disperser. Ce dispositif, Monsieur le Président, a été effectivement monté sur l'ensemble des 5 communes. Le 28 septembre, à 5 h du matin, tout le monde était en place. Moi-même, je suis sorti, je suis parti vérifier, parce que, 1, j'avais un personnel ancien vieillissant, 2, j'avais un personnel jeune, tout neuf, qui n'avait pas encore reçu toutes les formations requises. Parmi ces jeunes, vous avez beaucoup d'entre eux qui sont autour de vous actuellement. Il y a même, je crois, certains qui sont capitaines, commandants, etc. Parce que la formation, on n'a pas blagué avec. Mais en ce moment-là, le 28 septembre, très sincèrement, il fallait que je sorte avec une équipe, 2 véhicules, mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération, pour aller voir les positions. On est parti jusque vers Dubrika, jusque vers Koya, pour voir si réellement les commandants d'unité ont fait sortir les gens. Je me suis rendu compte que les gens sont effectivement sortis. Et j'étais dans les positions. C'est quand j'ai quitté, on a commencé à nous appeler pour dire « Ah, il y a ceci, il y a cela, machin, ça ne va pas ». Donc, je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdallah. Je viens trouver un déferlement de l'axe, disons, Koza, Bametou, Hamdallah, au rond-point. Un autre déferlement de l'axe Koneboui, Hamdallah. Et un troisième déferlement de l'axe, comment on appelle ça, Taouya, Hamdallah. Le rond-point était inondé de manifestants. Sur le champ, j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération. Parce que déjà, les éléments que j'ai trouvés, le regroupement que j'ai trouvé à Hamdallah, ne protégeait pas les enfants qui étaient là, qui n'avaient pas de casque, qui n'avaient pas de bouclier. Je ne parle même pas de gaz lacrymogène. Parce que c'est une arme. Il y a autre interprétation qu'on peut faire de ça. Mais la protection d'abord du personnel, c'est là-bas moi-même. J'ai ordonné. Malheureusement, le commandant est là à la retraite. J'étais dans mon véhicule, j'ai dit de bloquer. Parce que le reste du monde qui est en train d'arriver, s'il vous trouve ici, vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes, parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments qui faisaient les patrouilles ailleurs. Donc ce n'est plus le même effectif qui est là. J'ai dit, puisque vous avez une cour, ouvrez, rentrez là-dedans. Vous ne pouvez plus rien contre ceci. Et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs, que je vais, n'est-ce pas, enlever, pour utiliser les termes vraiment très simples, le dispositif que je vais enlever, pour que l'on vienne vous renforcer ici. Et j'ai dit au commandant Bakaï, je te garantis que si vous jetez même une pierre ici, non seulement vous allez périr, mais en plus, vous allez faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison
Quand les gens se bousculent, il n'y a pas blessé à plus forte raison des morts. Ce qui a été fait devant moi, de faire entrer le personnel à l'intérieur de la cour de l'escadron. On me signale, s'il vous plaît, oui. Excusez-moi, on me signale qu'on ne vous entend pas bien. Ah. Voilà, les techniciens, c'est pas votre faute. Hein. Pourtant, je parle fort, hein. Oui. C'est le micro, c'est pas vous. Mais attendez. Non, c'est ça que je parle. Je fais ça là. Mais orientez un peu alors sur ma bouche. Voilà. Donc je parle ici. Bon. Le président du district, allez-y. Donc, en définitive, excusez-moi d'être un peu long, parce que les choses telles qu'elles se sont présentées, si je ne les explique pas comme ça, je ne vais pas être à l'aise. Allez-y. Bien. Donc, conséquemment, ceux-ci ont fermé devant moi. Et les gens ont continué à venir. Moi-même, j'ai continué devant, où je suis venu trouver que la devanture du stade est déjà déboulonnée. Il y avait un dispositif consistant qui était là, qui était commandé par le commandant du groupement. C'est vrai que ce n'est pas des moublots, c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention, mais c'était l'une des figures de proue de la gendarmerie guinéenne. Et certainement, beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler. Le colonel Koch était le commandant du groupement. Entre parenthèses, il y a groupement départemental, il y a groupement mobile. Donc lui, il était groupement départemental, chargé de concevoir les ordres et les donner en matière de police administrative ou de police judiciaire. Mais puisque c'est lui qui commandait tout Conakry, il fallait qu'il soit sur les lieux. Donc j'ai demandé, quand je suis arrivé, j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes, j'ai demandé, on m'a dit, le centre des opérations a ordonné que tout le monde replie au niveau de Donka. J'ai continué mon chemin, je suis venu jusque là, j'ai trouvé le personnel qui était déployé là, à ce niveau. Et j'ai demandé comment ça s'est passé. Ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser, mais au fur et à mesure qu'ils chargeaient, au fur et à mesure, la foule devenait encore plus nombreuse. Donc, finalement, les policiers ont été les premiers à replier. Et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance, or j'avais dit, on n'en découpe pas sans matériel conventionnel avec la population. Ça, jusque-là où je suis arrêté, je suis mordicus là-dessus. Vous êtes une force de maintien d'ordre public, requis par l'État, mais vous jugez de la force proportionnée. Lorsque c'est une manifestation, vous trouvez que les organisateurs ont outrepassé, mais la justice est là pour régler le problème. Ce n'est pas à vous de régler ce problème-là. C'est ainsi que j'ai continué jusqu'à l'état-major. J'ai demandé le centre des opérations et ils ont dit, monsieur le chef d'état-major, plusieurs positions sont déboulonnées. Ils ont cité des positions par-ci par-là, moi je ne peux pas vous citer tout ça. Par contre, il y a d'autres positions qui continuent à tenir et j'ai dit, donnez les instructions, que personne ne quitte sa position. Si on vient pour vous frapper, esquivez, mais vous restez dans votre position. Parce qu'on a dit dans le plan d'opération, lever le dispositif en fin de mission. Donc ça se négocie même pas. C'est ce que c'est fait. Finalement, pendant que j'étais en train de discuter au centre des opérations, il y a l'officier de garnison qui monte, c'est le chef d'état-major, venez vite.
on a envoyé des gens qui sont blessés. J'ai dit ce qu'il dit, ah, j'ai reconnu Jean-Marie. Il dit, Jean-Marie, il est blessé, il est là. Il dit, il n'est pas seul, hein, il y a d'autres. Il dit, alors descendons. On descend, je viens les trouver à Langue. Chidia, Jean-Marie, Moutar Diallo et Lucien Fall. Jean-Marie qui me connaissait un peu, et que je connaissais aussi en tant que doyen, il dit, Chidia, mon frère, tu peux rire maintenant, on est sauvés. J'ai dit, mais vous venez d'où? Jean-Marie a dit, on était au stade. Il dit, c'est là-bas où ça vous est arrivé? Il dit, oui. J'ai dit, d'accord. Pour le moment, comme je vois le sang, levez-vous. Dr Nyakoy était là, qui était le médecin-chef de la gendarmerie. On avait une infirmerie au niveau du PM2, dès que vous sortez de l'état-major, juste en face du ministère de l'administration du territoire. Le PM2 était là, avec cette infirmerie. C'est là-bas on les a envoyés pour les soigner. En fin de soins, le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné que si on ne les enlève pas ici, malgré qu'ils ont reçu certains soins, mais ce n'est pas bon. Pendant ce temps, j'ai reçu des informations pour dire qu'il y a un groupe qui voulait venir pour les libérer de la gendarmerie. J'ai dit, mais c'est quel groupe ça? On dit non, on ne sait pas, mais on a entendu les gens dire qu'ils vont venir, que même vous, on va vous agresser. J'ai monté un dispositif de sécurisation du PM2. Mais puisque le médecin-chef avait dit que ce n'était plus bon de les conserver là-bas, on a nettoyé le sang, tout et tout, les premiers soins sont terminés, il fallait les envoyer automatiquement à la clinique Pasteur. Ce qui a été fait. Et finalement, c'est là-bas, ils sont restés jusque tard la nuit. Le Premier ministre, parce que moi je n'étais pas là-bas, hein, je n'ai pas été là-bas. Moi personnellement, je n'ai pas été là-bas. Je les ai vus, j'ai vu ce qui n'allait pas. Le médecin qui était à ma portée, je lui ai dit de les prendre et aller prendre les dispositions. Et finalement, il a été dit que le Premier ministre est arrivé. J'ai dit sécuriser, continuer à sécuriser les lieux pour sécuriser le Premier ministre. Et c'était au Premier ministre de prendre certains d'entre eux, machin, sur, selon lui, les instructions du président Radis. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est ce que le Premier ministre a dit qui m'a été rapporté sur les lieux. Parce que personne n'a demandé comment les gens là ont été sécurisés. Chacun a dit ce qu'il a voulu. Mais moi, je sais l'effort que j'ai fourni ce jour par rapport à ça. Jusque tard la nuit, quand on les a sortis là-bas pour les amener. J'étais en communication avec un de mes officiers de renseignement. Parallèlement, j'avais envoyé un officier de renseignement au niveau du stade. Parce que ils avaient dit qu'il y avait des coups de feu, machin. Et les blessés là m'ont dit que c'est au stade que ça les a arrivés. Cet officier est venu me rendre compte. Parce que les officiers de renseignement, je n'ai pas besoin de téléphone. Vous courez, vous venez, vous me parlez. Ah, on est parti, le stade est vide, mais ce sont les policiers qu'on a trouvés là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ils sont en train de faire des travaux de police technique parce qu'on a vu les gens de la DCPJ. Parce que les éléments de la DCPJ, quand vous les voyez, ils ont des jaquettes ou ils ont des tricots où c'est marqué DCPJ. J'ai dit, bon, s'il se trouve que la police est déjà sur le terrain là-bas, qu'est-ce que nous, on va faire finalement? Néanmoins, montons une commission d'enquête. Parce que j'avais déjà eu quelques informations avec les Jean-Marie avant leur départ pour dire que c'est au stade que ça les a arrivés. Donc pour moi, automatiquement, il faut mettre une commission d'enquête en place. La commission d'enquête, dès la soirée, elle a été mise en place, composée d'officiers chevronnés
en exercice de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Entre-temps, le chef d'état-major général des armées, par intermittence, m'appelait parce qu'il nous avait dit « Je vous appelle ». Et ça, dans la discipline militaire, on ne joue pas avec. Quand le chef vous dit qu'il vous appelle, et vous vous mettez à l'appeler intempestivement, non, je vous appelle. Donc, chaque fois, il m'appelait, je lui disais, je suis sur le terrain, je fais ça, il dit très bien, continuez. Sauf que, quand les agents m'ont envoyé cette information-là, pour dire que les gens étaient déjà sur le terrain là-bas, et qu'il y avait la police, je l'ai appelé pour le rendre compte. Il a dit, nous sommes au courant déjà. Ma mission était terminée. Parce qu'encore une fois, l'état-major de la gendarmerie, comme beaucoup le prétendent, ne relevait pas d'un tiers, ni du ministre de la Défense, ni du président. Parce que j'entends souvent les gens dire, le président l'a appelé, c'est le président qui... Non, l'état-major de la gendarmerie, jusqu'en 2011, relevait de l'état-major général des armées. Donc le chef d'état-major général des armées commandait l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie nationale. Même à l'époque, dans le protocole, quand vous venez à l'aéroport, j'étais en dernière position. C'est-à-dire Semga, armée de terre, armée de l'air, armée de mer, gendarmerie. C'est lorsque la réforme a été faite 2011-2012 que le haut commandant est venu dans le protocole à côté du chef d'état-major général des armées. À l'époque des faits, Monsieur le Président, on relevait l'état-major général des armées. Je ne veux pas que cette ambiguïté-là se crée. Elle n'existe nulle part. Un chef d'état-major de la gendarmerie qui relève du SEMGA, qu'est-ce qu'il va faire, même avec le ministre de la Défense? Négatif. Il ne peut pas. Alors, on a ainsi continué. Les dispositifs de jour qui étaient sur le terrain ont été, n'est-ce pas, remodelés en dispositifs de nuit. Parce que beaucoup de parties de Conakry étaient désertes. Et on entendait de petits bruits dans beaucoup de zones. Par la suite, n'est-ce pas, du mécontentement de certains jeunes dans certains quartiers chauds de Conakry. Donc, on a mis le dispositif de nuit pour les patrouilles jusqu'au matin. Maintenant, le matin, il y a reçu des informations selon lesquelles la commission d'enquête qui a été mise sur place doit céder le pas à une commission d'enquête que l'État met en place pour enquêter, n'est-ce pas, l'ensemble des événements qui se sont passés. Et ce que moi j'ai pris en compte, donc les hommes sont restés. Je crois que 2-3 jours après, on m'a envoyé une correspondance du ministère de la Justice me demandant un certain nombre d'officiers à mettre à disposition de cette commission pour les enquêtes. Et que cette commission devrait être présidée par un magistrat. Ce qui a été fait, et le reste, Monsieur le Président, je préfère me limiter là pour le moment. Sauf que j'allais insister sur le paramètre moins. C'est vrai, des moyens humains, on avait commencé à avoir, mais les moyens matériels. Ensuite, le deuxième paramètre, la foule. Très rare. J'ai rencontré des foules aussi nombreuses et qui faisaient face à des forces de l'ordre. Mais, je l'ai dit, puisque je n'ai pas ordonné de s'approcher à ces foules-là, moi je n'ai pas ordonné de s'approcher, je n'ai pas fait de morts, je n'ai pas fait de blessés. Il y a des véhicules à des endroits qui ont été tapés, mais par après, le tout est revenu à la normale. Si je peux me limiter là, Monsieur le Président, pour ne pas trop prendre le temps, et vous permettre de continuer, n'est-ce pas, le travail qui est le vôtre. Merci, Monsieur le Président.
Le 27 septembre 2009, vous avez été convié à l'état-major général pour une réunion. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous... Oui. Est-ce que vous vous souvenez de tous qui ont participé à cette réunion? Je me rappelle du chef d'état-major général des armées. Je crois l'aviation était là, mais l'armée de terre non. L'armée de terre était représentée par un de ses éléments. La marine aussi représentée par un de ses éléments. Il y avait beaucoup plus des cadres des grandes unités, PSC, PQG, BSCC, génie, etc. Tout ça, c'est la gendarmerie. Hein? Tout ça, c'est la gendarmerie. Non, non, non. L'armée. Est-ce que les Tout corps ça, c'est l'armée de terre. et les paramilitaires, la police étaient représentés? Bon, la police, je ne crois pas trop, je ne me rappelle pas trop. Est-ce que le colonel Mara était là? Parce que c'est lui qui participait souvent au compte de la police, étant en uniforme, au niveau des réunions que nous tenions. Vous ne vous souvenez Le colonel pas? Mara, est-ce qu'il n'était pas là? Je crois qu'il devait être là. Vous croyez où il était là? Hein? Vous croyez ou bien il était là? Non, je dis, je crois qu'il était là, puisque ça fait beaucoup Vous de devez temps. dire les choses avec exactitude. Oui, oui, je vous l'ai dit avec exactitude. Je crois qu'il était là. Il était là. Vous croyez toujours? Le colonel Mara, il était là. C'est lui Pas qui le DGPN. Lui, je ne l'ai pas vu là-bas. DGPN, qu'est-ce que ça veut dire? Le directeur général de la police, qui vient de quitter ici tout à l'heure. Voilà. Le directeur général de la police. Le lendemain, le 28, Ouais. au moment de la manifestation, Oui. vous dites que vous avez sillonné Conakry, Oui. Dubreka et Koya faisant partie. Oui. Et finalement, vous vous êtes retrouvé au stade. Oui. Il était quelle heure? Ah non, non. Ça. Je suis venu au moment où tout était déboulonné, les gens étaient rentrés à l'intérieur. C'est le constat que j'ai fait. Je n'ai même pas fait 3 minutes. C'est le constat que j'ai fait. J'ai dit, bon, si c'est déjà déboulonné, le dispositif, je demande où il se trouve. On dit que non, ils sont tous au niveau de tout. J'ai continué. Vous n'avez vu aucun agent sur l'esplanade du stade? Oh, si j'ai vu aucun agent, Oui. il y avait des agents là-bas. Mais monsieur le Président, moi je n'ai pas pris mon temps là-bas. Hein. Je cherchais le colonel qui était chargé de... Parce que là-bas, ce n'est pas mon milieu. En toute sincérité, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, va t'installer là-bas, faire tel travail, après tu viens, tu fais le travail à sa place. Dans l'armée, ça ne se fait pas. Et après, vous avez dit ici que vous avez mis en place une commission d'enquête. Oui. Quel a été le résultat? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Permettez-moi de reprendre autrement. Dès le soir. Tout simplement le résultat. Le résultat, on nous a empêchés finalement d'évoluer dans ce qu'on a voulu entreprendre. Quand est-ce que vous avez mis cette commission en place? C'est le même jour. Le même jour. Et quand est-ce qu'on vous a dit d'arrêter, de ne A plus priori, continuer? ça a commencé le lendemain. Parce que moi, j'ai commencé mes contacts d'abord avec le procureur général à l'époque, par le biais du commandant du groupement. Je n'avais pas de contact direct. Donc dès le lendemain, c'est-à-dire le 29. Hein? Dès le 29. Dès le 29, on a commencé déjà... On vous a dit d'arrêter. Comment? On vous a demandé d'arrêter. Non, c'est nous-mêmes qui avons d'abord ralenti. Parce que moi, je ne pouvais pas mener cette enquête-là sans les magistrats. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun résultat de cette enquête? Non, il n'y a pas eu de résultat parce qu'après, il y a une autre commission qui a pris place, en lieu et place de la commission que j'ai mise en place. Vous avez dit que vous avez parlé avec les blessés qui étaient là. Avec les blessés qu'on avait envoyés chez vous. Oui. Vous avez cité le nom de M. Jean-Marie Doré. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour? M. Jean-Marie À part Doré. qu'il était au stade, oui.
Qu'est-ce qu'il vous a Il y raconté? avait une vingtaine de personnes là-bas. C'est moi qui l'ai demandé. Où ça vous est arrivé? Il a dit que c'est au stade. Mais je n'ai même pas cherché à continuer la causerie avec lui. Parce que je le voyais lui-même d'ailleurs, le sang coulait, même jusque sur sa tempe. C'est tout ce qu'il vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit sur le champ là-bas. Et après? Non. J'ai décidé de les envoyer à l'hôpital. Ça veut dire que vous n'avez plus parlé avec lui. Monsieur le Président, pendant qu'il partait déjà à l'hôpital, moi je remontais au centre des opérations. Je vous demande, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez parlé avec certains d'entre eux. C'est pourquoi je vous le demande. C'est lui seul. C'est seulement ce que vous vous êtes dit. Il vous a dit qu'il était au stade. Seulement et depuis ça, vous n'avez plus parlé. J'ai dit où ça vous est arrivé. Il m'a dit c'était au stade. Et les autres? J'étais ensemble là-bas. Est-ce que vous avez parlé, vous avez posé cette même question aux autres? Non, monsieur le Président, je ne pouvais pas m'hasarder à le faire sur le champ là-bas. Pendant que ces gens étaient blessés, le sang coulait, je ne pouvais pas continuer à les poser des questions. Ministère public, des questions aux témoins. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable et distingué assesseurs. Général, Oui. nous allons vous poser un certain nombre de questions qui partent non seulement de vos attributions, mais également les préparatifs pour le 28 septembre. Le 28 septembre lui-même, les événements du 28 septembre et les jours suivants. Donc nous allons nous évertuer à vous poser des questions par rapport à ces différents points. Ouais. Pour commencer, je voudrais que vous confirmiez qu'au moment des faits, vous étiez le haut commandement de la gendarmerie nationale. Non. Quelles étaient vos fonctions? J'étais chef d'état-major de la gendarmerie. Chef d'état-major général de la gendarmerie. Oui. Alors, quels sont les services qui relevaient de vos attributions? Tout le corps de la gendarmerie ou bien certains services sortaient de vos attributions? Non. De votre contrôle? Le corps de la gendarmerie dans sa totalité relevait de mon commandement. Pour ceux qui répondaient dans les unités de la gendarmerie. De la gendarmerie. Voilà. Et ils répondaient devant moi. Soit qu'ils soient dans un escadron, ou dans une compagnie territoriale, ou dans une brigade territoriale, ou dans une brigade de frontière, ou dans un groupement, ou dans une région. Parce qu'on avait 4 régions de gendarmerie, à l'image des régions militaires. On avait 8 groupements. On avait une quarantaine de compagnies. Les brigades, ça c'est beaucoup, je ne peux pas citer tout ça ici, mais tout ceci-là était en bloc sous mon commandement. Sous votre autorité? Sous mon autorité. Ok. Je voudrais savoir, est-ce que le ministre de l'antidrogue, je veux résumer pour que vous compreniez très bien, ouais. Un corps de gendarmerie, ouais. Est-ce que ce service relevait et recevait de vos instructions? Aucune instruction de moi. Aucune. Aucune instruction? Aucune instruction. Bien qu'étant, bien qu'il faisait partie de la gendarmerie, oui. Mais ne recevait aucune instruction. On appelle ça gendarme détaché dans des fonctions de ministre d'État. Ministre d'État. Oui, donc le service de colonel Kibro, oui, ne relevait pas de votre portefeuille? Même pas un grain. Ok. C'est une précision très importante qu'il fallait savoir. Si vous voulez, je peux un peu... Il était ministre d'État à l'époque, membre du gouvernement. Ministre d'État, membre du gouvernement. S'il a des gendarmes sous sa responsabilité, c'est pas moi qui vais aller poser des questions là-bas. Si je pose les questions là-bas, ça ne va pas bien se passer. Bien qu'étant chef d'état-major général de la gendarmerie. Il n'y a aucune impuissance dans ça. C'est parce que c'est le ministre de la Défense qui a ordonné de mettre les gendarmes à sa disposition.
Ce gendarme-là était à Sonfonia. Est-ce que ce détachement découle d'un acte de l'autorité, ou bien c'est les faits, ça vient comme ça? C'est un acte, ça découle d'un acte de l'autorité? Je ne sais pas s'il y a un acte ou s'il n'y a pas un acte. Le ministre de la Défense nationale, comprenez, monsieur le procureur, nous sommes des militaires. Quand le ministre de la Défense nationale dit laissez-le prendre les gens, on n'a plus rien à dire. Ok. Alors je vais revenir sur les préparatifs des événements du 28 septembre. Oui. Vous confirmez que vous avez été appelé à une réunion. Oui. Une réunion qui a regroupé les différents services qui devraient intervenir le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quelles sont les autorités militaires avec exactitude qui ont pris part à cette réunion de crise, Ce que je viens de dire à monsieur le président, avec votre permission, monsieur le procureur, le chef d'état-major général des armées m'a convié. Je suis venu trouver certains et d'autres m'ont y trouvé. Mais ce que je peux dire clairement, le chef d'état-major de l'armée de terre, à mon avis, n'y était pas. Je pose des phrases comme ça, ce n'est pas par faiblesse, hein, c'est parce que ça a pris trop de temps. J'ai un peu de problème à pouvoir répertorier les choses aujourd'hui. Le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de terre, à mon entendement, n'y était pas. Parce que, simplement, et j'étais à la vie. Ce n'est pas maintenant si j'étais débrouillé pour venir après, mais à la réunion, non. Par contre, il y avait le commandant du BQG, le bataillon de quartier général, il y avait le commandant, n'est-ce pas, de BSC, le bataillon spécial de Conakry, qui sont tous des unités de l'armée de terre, mais aussi les autres unités, à savoir Camp Kamaen, le génie militaire, etc. Et j'étais là, présent. Parce que les instructions qu'il a données, je le répète, vous qui êtes là, commandant d'unité, toutes vos unités doivent être casiées dans les unités, casernées au vrai sens du mot, avec les faisceaux, la gendarmerie et la police sur le terrain. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais toutes ces unités-là étaient là-bas. Mon problème, c'est avec le chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine et le directeur général de la police. Mais je crois que le directeur général de la police a été représenté par son adjoint à l'époque qui était plus mobile que lui. D'accord. Quelle a été la consigne? La consigne qui a été donnée à l'issue de cette réunion? Casernement. La consigne générale, oui. Casernement de tous les corps dans leur unité, au faisceau. Gendarmerie, police, sur le terrain pour le maintien de l'ordre. Okay. Alors je vais revenir sur le 28 septembre proprement dit. Ouais. Confirmez-vous que vous étiez sorti après avoir, au retour de cette réunion, vous avez, comme vous l'avez dit dans vos termes, vous avez ouvert le poste, et le commandement plutôt, où vous avez répercuté les instructions que vous avez reçues. Et le matin très tôt, les hommes déjà étaient en place. Oui, monsieur le procureur. Les différents escadrons étaient déjà en place, oui, le 28 septembre. Oui. Et vous-même, vous avez pris le soin de sortir. À quelle heure, je voudrais savoir, vous êtes sorti pour contrôler effectivement est-ce que les hommes sont en place? Là, vous allez me faire du mal parce que ce jour-là, très sincèrement, je ne me faisais pas le devoir de regarder les montres. Je vous ai dit que j'avais un problème très sérieux. Premièrement, des jeunes recrues, nouvellement reversés dans les escadrons, en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public, dont les formations n'étaient même pas terminées, avec des anciens, disons, à la limite de la force. Quand vous ne suivez pas ça comme votre œil, ça peut se casser en un endroit. Donc ça, et regardez l'heure, il est quelle heure, machin, franchement,
je ne veux pas... Alors, arrivé au niveau de l'esplanade, Oui. Oui ou non, vous avez constaté la présence d'un dispositif de la gendarmerie? Quand vous êtes Non. arrivé, vous avez tout... Non, j'ai trouvé 3 ou 4 officiers sur la route à l'angle. J'ai dit, mais où sont les gens? Ah, mon général, on nous a malmenés ici, tout le monde est de l'autre côté. Et il m'a même précisé, il dit, je vous jure, les gens sortaient des marchés, les gens sortaient des quartiers pour venir. Donc, même les dispositifs déjà qui sont sur le terrain ont des problèmes, à plus forte raison, ceux qui venaient des quartiers. Il précise, beaucoup sont venus descendre des Mabana à la devanture ici. Et des taxis. Beaucoup. Donc, je l'ai dit, alors, tu regagnes là-bas. S'ils sont là-bas, regagne là-bas. Parce que déjà, l'objectif pour lequel je les avais déployés là, c'était de former un barrage d'arrêt fixe et fermé pour empêcher qu'on ne déboulonne le portail principal. Mais dès lors que le portail principal est déboulonné, il fallait tirer les conséquences. Nous sommes dans un état de droit. Donc vous n'avez trouvé aucun dispositif de la gendarmerie? La gendarmerie avait déjà regagné le carrefour de Donka. De Donka. Ouais. Et en ce moment, est-ce que vous avez trouvé que les manifestants étaient déjà dans l'enceinte du stade? C'est ce que je vous dis. Ils étaient déjà dans l'enceinte du stade. Déjà là-dedans. Est-ce que vous avez constaté sur l'esplanade la présence des éléments de l'antidrogue au moment précis à l'esplanade? Puisqu'il a été dit, vous savez pourquoi je pose cette question? Non. Il a été dit ici que les éléments de la gendarmerie, les éléments de l'antidrogue de colonel Tebro n'ont pas eu accès à l'intérieur du stade. Est-ce que, au moment où vous venez, vous, à l'esplanade, le dispositif de l'antidrogue était présent? Non, je ne peux pas vous le dire. Très sincèrement. Je n'ai même pas fait 3 minutes là-bas. Mais vous venez de dire tout à l'heure oui, que vous n'avez trouvé que 2 officiers qui étaient à côté. Donc cela voudrait dire par ricochet. C'était mes hommes. Voilà. Je les recherchais. Je suis avec vous, général. Ouais. Cela voudrait dire par ricochet que vous n'avez trouvé aucun dispositif, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de l'antidrogue à cet endroit. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, vous avez continué pour aller à l'état-major. Oui. N'est-ce pas? Oui. À quel moment précis et par qui a convoyé les éléments que vous venez de citer dans votre déclaration, les leaders, notamment Sidi Touré, Mouktar Diallo et Jean-Marie Doré? Qui a conduit ces leaders à votre bureau? L'officier de garnison de la gendarmerie, bien que malade aujourd'hui, à la retraite, m'a dit avec clarté que c'est Toumba qui est venu les déposer là. On les a dit de rentrer. Donc c'est Toumba, commandant Toumba, qui a conduit ces leaders à l'état-major. Oui. Quand il les a déposés, il a pris du temps ou bien au même moment il les a déposés et il a pris la route pour quitter? L'officier de garnison est monté. Je crois que c'est le secrétaire général ou mon agent à l'époque qui l'a dit. Monte rapidement, tu informes le chef d'état-major. Il n'a qu'à venir, c'est urgent parce que le sang coule. Donc, je suis venu en courant des escaliers, trouver qu'ils les ont déjà fait rentrer. J'ai aidé à la garnison. Quand j'ai fini de m'entretenir avec M. Jean-Marie, j'ai tourné par là-bas et j'étais déjà parti. J'ai dit à la garnison, qui les a envoyés ici? Il a dit, c'est l'aide du camp du président qui les a envoyés ici. J'ai dit, quelle aide de camp? Il a dit, Toumba. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Ok, vous n'avez pas vu Toumba? Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, non. Très bien. Alors, vous étant toujours à l'état-major, oui. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé que si on n'enlevait pas ces leaders à l'état-major, vous venez de dire que vous avez appris que les gens sont prêts pour venir vous agresser.
et les faire sortir, de les extirper à ces lieux. Ouais. Vous avez tenu cette information de qui? À mes officiers de renseignement. Les officiers de renseignement. Oui. Et qui devrait venir pour les libérer à ces lieux? Non, non, non. Ils ont dit qu'il y a des gens, selon leurs sources, qui voudraient venir prendre les éléments là, dans nos mains là-bas, et que moi-même, je suis ciblé par rapport à ça. C'est en ce moment que j'ai pris les dispositions. Mais on ne m'a pas donné de nom. Très sincèrement. Vous confirmez que c'est à l'état-major, les premiers soins ont été administrés à ces leaders? L'infirmerie de la gendarmerie nationale, pour ceux qui connaissent à l'époque le PM2, il y a une école primaire et une infirmerie à l'intérieur. C'est là-bas on les a amenés pour les traiter. Général, oui? On voudrait savoir, étant au bureau, est-ce qu'au moment des faits et au stade, on vous remontait des informations au fur et à mesure et selon lesquelles il y a débordement? Est-ce que on vous informait au fur et à mesure de ce qui se prévalait au stade, étant à votre bureau? Et qui vous informait? Je lui ai dit, monsieur le procureur, avec votre permission, que j'avais mis un poste de commandement en place, qui était composé d'officiers, une vingtaine d'officiers comme ça. 2 d'entre eux étaient chargés de faire le journal de marche. C'est-à-dire, par voie de téléphone, puisque nous n'avions pas de moyens de communication, par voie de téléphone, les numéros de ces 2 éléments ont été donnés à tous les commandants d'unité pour la remontée physique des informations. Donc, quand il y a des informations, moi-même, je vais me renseigner au niveau du centre des opérations. Il n'y avait pas de contact direct entre les hommes sur le terrain et moi. Mais si vous avez eu la chance, même tout dernièrement avant que je le quitte, le centre des opérations qui était monté là, il était l'un des meilleurs même de la sous-région. Parce que c'est avec ce centre-là qu'on gérait la sécurisation des élections, etc. Alors, si on vous informait, oui, je voudrais savoir à quel moment précis votre informateur vous a fait cas de débordement et qui en sont les auteurs. On ne vous a pas dit qui sont venus pour commettre ces faits, puisque vous étiez permanemment en contact avec vos officiers là-bas. À quelle heure précise on vous a informé qu'il y a un débordement au stade et par l'arrivée de qui et de qui il y a eu ce problème? Est-ce que vous avez eu ces informations, puisque vous avez un officier de jour qui vous informait au fur et à mesure? Monsieur le procureur, je ne veux pas vous mentir. La remontée des informations relevait des commandants d'unité pour le journal de marche. C'est ce que je comprends. Et c'est chaque fois que je demande au centre des opérations, est-ce qu'il y a du nouveau? On me dit à Anta il y a ça, à Lambaye il y a ça, à Amdallah il y a ça, etc., etc. Mais je tenais les informations du centre des opérations. Je comprends tout ça, général. Voilà. Je voudrais savoir, puisque vous avez des informateurs au stade, vous venez de le dire tout à l'heure. L'informateur du stade a quitté le haut commandement pour y aller. Je voudrais savoir, est-ce que vous étiez informé en temps réel de ce qui se passait au stade? Je ne crois pas. Pour vous dire non, parce que mes hommes qui étaient là, qui avaient la lourde responsabilité d'empêcher que quelqu'un rentre dans le stade, puisque c'était interdit, ce dispositif était déboulonné. Donc, les gens ont été, comment je peux appeler ça, chercher des lieux. Mais moi, je peux bien expliquer ça. Ils n'ont pas fui. Donc, ils se sont repliés vers, comment on appelle ça, le carrefour de Donka. Donc, il n'y a pas quelqu'un de particulier. Moi, l'information que j'ai eue après que j'ai rencontré les blessés, c'est quelqu'un que j'ai envoyé, qui m'a dit, monsieur le chef d'état-major, les lieux sont déjà sous contrôle de la police. Alors, ça c'est après. D'après le passage de directeur général Valentin ici, l'intervention de la police, c'est après. Ce que vous venez de dire. Moi, je voudrais savoir, puisque vous étiez chef d'état-major général, chef d'état-major
de la gendarmerie. Est-ce qu'en votre qualité de chef d'état-major, une haute autorité de la gendarmerie, pour ne pas dire la plus haute autorité de la gendarmerie, est-ce qu'on vous informait de ce qui se passait dans l'enceinte de la gendarmerie? Et à quel moment il y a eu débordement et par qui? Dans l'enceinte de la gendarmerie? Dans l'enceinte du stade du 28 septembre, je veux dire. Non, mes hommes n'ont pas accès au stade. On ne vous a pas informé? Non, 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 non. Le dispositif a été débloqué. Les gens étaient arrêtés, ce qu'on appelle barrage d'arrêt fixe et fermé. Ils font le coude à coude, coude à coude, coude à coude. Donc, pour des gens, je m'excuse du terme, qui ont le sens de la civilité, quand vous venez voir les gendarmes arrêtés de cette manière-là, il ne faut pas vous jeter sur eux. Mais si ça se fait, et que de force, il faut qu'ils cèdent, ils cèdent, mais ce n'est pas en s'arrêtant encore là-bas. Il faut un dispositif de repli. Le dispositif de repli devait d'abord aller loin. Il y a quelque chose qu'on appelle les ordres en cours d'action. C'est-à-dire, vous avez un ordre premier, il y a des défaillances qui sont constatées dans l'exécution de cet ordre, vous recevez un deuxième ordre. L'ordre en cours d'action, c'est de quitter là où tu étais pour regagner là où on t'a demandé d'aller. Alors, je suis avec vous. Maintenant, après, est-ce que vous avez appris, est-ce que, après les événements, le soir, on vous a informé par vos canaux d'information, qui sont les auteurs de ce massacre? Est-ce que vous avez eu ces informations? Non, moi j'ai communiqué avec le chef d'état-major général des armées. Oui. Il m'a dit clairement que ce sont les éléments de la présidence en ce qu'on l'a dit. Parce que c'était des bérets rouges. Je n'avais personne avec qui parler de ça si ce n'est pas le chef d'état-major général des armées. J'ai dit, bon d'accord, nous sommes à votre entière disposition et nous attendons. Nous avons déjà monté une commission d'enquête. Il dit, d'accord, vous attendez. Parce que je vous dis, état-major de la gendarmerie sous le joug de l'état-major général des armées, malheureusement, je suis en train de le dire comme ça à la presse, sincèrement, vous ne pouvez rien faire sans recevoir les instructions du chef d'état-major. Pendant que vous, commandant de la gendarmerie, détaché, vous avez la possibilité de manœuvrer suivant les injonctions des magistrats, des préfets, des maires, etc., etc. Mais avec le SEMGA, vous ne pouvez pas. Donc, on peut conclure que vous avez eu cette information du chef d'état-major général des armées lui-même pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle qui sont intervenus, qui ont commis ce massacre. Il dit, j'ai été informé que ce sont les bérets rouges du camp Al-Faya, mais précisément ceux de la présidence. Très bien. On a parlé. Alors, tout à l'heure, le président vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous-même, vous avez mis en place une commission d'enquête pour interpeller et déférer devant les autorités judiciaires les personnes qui étaient soupçonnées être proches de cette affaire. Est-ce que vous avez mis cette commission au lendemain même des événements du 28 septembre? Est-ce que si vous avez mis cette commission, vous avez pu interpeller certains éléments? Monsieur le procureur, il pouvait sembler inutile ce genre d'effort, se lever pour aller interpeller. Il fallait d'abord mettre la commission en place, informer le procureur d'instance qu'il vous en donne son accord, discuter avec les chefs militaires. On ne se lève pas comme ça pour aller dans un camp prendre un militaire. Bien que la gendarmerie soit en charge de l'exercice de la police judiciaire militaire, mais ça ne se fait pas. Vous le faites, quelle que soit l'information que vous avez, si ce n'est pas dans la flagrance, vous le faites en connivence avec ses chefs. Alors, je voudrais savoir, que savez-vous? Je sais pourquoi je pose cette question. Oui. Que savez-vous de l'interpellation de deux éléments de la garde présidentielle
et qui ont été conduits au PM3, si j'ai bonne souvenance, déclaration faite devant ce tribunal par commandant Toumba Diakité, et où il était parti intervenir pour les faire libérer. Que savez-vous, étant chef d'état-major général de la gendarmerie? Où ça? Il a parlé dans ses déclarations de l'interpellation de 2 de ces éléments qui ont été conduits au PM3. Ouais. Ce qui l'a conduit lui-même à aller les sortir et les conduire, les envoyer au camp Koundara, actuel camp Makambo. Que savez-vous de l'interpellation? Monsieur le Président, je vous prie. Est-ce que vous connaissez? Excusez-moi. Je vous prie très sincèrement de demander à cet auguste tribunal de m'épargner des informations liées au 3 décembre. Non, c'est pas le 3. S'il vous plaît, monsieur le procureur, on n'a pas compris, on n'a pas entendu. Des événements du 3 décembre 2009. Parce que moi, quand on dit que Toumba est parti libéré à la gendarmerie, il l'a fait à ma connaissance qu'une seule fois. Et ça, c'était le 3 décembre. Parler de ça m'oblige à parler de l'ensemble de la... Non, je ne parlerai pas du 3 décembre. C'est vrai, voilà, c'est vrai, on va rester dans le cadre de ce qui s'est passé le 28 septembre. D'accord. Monsieur le procureur. Moi, si Toumba est parti libéré... C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, général, il a été révélé à ces différentes audiences qu'on a tenues ici que le camp de Kaléa, c'est un camp d'instruction réservé à la gendarmerie. Est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal? Oui. Est-ce que l'autorité d'encadrement du camp Kaléa relevait de votre autorité? Les instructeurs relevaient de votre autorité? Monsieur le Président, aujourd'hui, permettez-moi de faire une brève historique de cette affaire de Kaléa. C'est extrêmement important parce que chacun dit Kaléa. Personne ne vous parle réellement de Kaléa. Kaléa, au demeurant, ça ne va pas prendre plus de 2 minutes, hein, au demeurant, était une cité des réfugiés léonins. Des réfugiés léonais pendant toute la guerre. Toute la bande de la Sierra Leone en contact avec la Guinée, c'est là-bas où les réfugiés venaient, n'est-ce pas, se regrouper. Officiellement connu par le HCR. À un moment donné, ces gens ont progressivement libéré les lieux. Entre-temps, c'était au moment où, je crois, le Premier ministre Kouyaté, parce que moi je n'étais pas là, j'étais aux Nations Unies en Haïti, il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes, puisque le corps était vieillissant, il risquait de sombrer. Donc on a recruté, première école, Somphonia, qui est connue de tout le monde, la deuxième école devait être Kaléa. Le ministre, à l'époque, le général Conté, par son directeur de cabinet, a pris un arrêté pour dire que désormais, Kaléa revient dans le portefeuille de la gendarmerie. Lorsque moi je suis arrivé, chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai trouvé que ces élèves de 2008 étaient encore là. J'ai posé la doléance aux autorités, à l'époque, pour dire « j'ai plus besoin que ceci-là continue ». Il y a des formations continues qu'on va les donner plus tard, mais j'ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place. Il faut que je vide les centres. J'ai vidé les centres. Quelque temps après, ce sont les autorités militaires qui s'en ont pris de Kaléa. J'ai pu retrouver Kaléa que lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 et à la demande faite par moi-même, M. Kabele est parti voir le président à l'époque et finalement ils ont libéré Kaléa. Sinon c'était dans les mains des militaires. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un directeur de l'école qui était même au Maroc en formation. Quand les gens sont venus, on les a dit, ici, vous libérez. Et ça, c'est, disons, de fait, pour un Semga,
ou pour un ministre de la Défense de vous dire quittez tel lieu, allez-y par là-bas. C'est de fait. Mais dire que l'encadrement, c'est Paul ou c'est Pierre, dès lors que nous, on a levé les recrues, on a voulu réorganiser pour le maintien de l'ordre, parce que c'est là-bas on forme les gendarmes pour le maintien de l'ordre. On a commencé à organiser, entre-temps, on nous a dit que des gens sont venus là-bas. Je suis venu voir le SEMGA, il a dit, j'ai demandé, on m'a dit de ne pas mettre le pied là-bas. Depuis lors, il n'en est plus parlé. Et même quand ils ont vidé le centre, tout le monde peut vous le dire, le général Thiam, à l'époque, chef d'état-major général des armées, ayant remplacé le général Sano, a dit que Kalea ne revient plus à la gendarmerie. J'ai sorti les documents. J'ai montré même au président de la transition. Ils m'ont dit, ils s'en foutent de ça. Là-bas, maintenant, c'est l'armée. C'est lorsque les réformes réelles ont commencé qu'on a repris Kalea. Et aujourd'hui, c'est vraiment une propriété de la gendarmerie. À quel moment vous avez récupéré Kalea? Moi? Oui. C'est à l'occasion de la réforme 2011. 2011. Oui. Les recrutements de 2008-2009 de Kalea, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui étiez plutôt la gendarmerie qui était l'encadrement à Kalea? 2008. 2008. C'est la gendarmerie qui était l'encadrement. Directeur, gendarme, directeur des études, gendarme, les commandants de groupement à l'intérieur, gendarme, les commandants de peloton, gendarme. Et cet état de fait a cessé lorsque les militaires sont venus prendre les lieux. J'ai dit à chacun de regagner son unité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Général Ibrahim Baldé. Oui, Monsieur le procureur. Nous allons donc continuer à vous poser des questions. Et quels étaient les services de gendarmerie qui étaient déployés au stade le 28 septembre? Au stade, malheureusement, j'ai donné un plan d'opération où partout où on a mis un gendarme, on savait où il est. J'ai remis ça au juge. Oui, là où vous êtes, est-ce que vous connaissez le service qui était déployé ces jours-là exclusivement au stade? S'il vous plaît, le service principal était le commandant du groupement. Malheureusement, il est décédé, le colonel Koch. C'est son service. Maintenant, on a puisé par-ci, par-là pour venir les aider vraiment à sécuriser de façon que le portail ne soit pas déboulonné. Il était commandant de groupement. Qui est ça? Groupement. Groupement mobile. Mobile. Groupement départemental. Départemental. Voilà. Donc c'est des enquêteurs. C'est ce service qui était déployé ces jours au stade. Non, ce n'est pas lui seul. D'autres. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Si vous savez, si vous ne savez pas, on peut passer. Vous savez, pour chaque position, on faisait des fonctions. Il y avait des positions même à Dixine où les hommes venaient de choses, du kilomètre 36. Il y avait des dispositions, même à Hamdallah, où les hommes venaient de choses, de Kaloum. C'est en cela on me dit gendarmerie mobile. On peut retenir quand même, ces jours-là, la sécurité du stade relevait de la gendarmerie, comme il a été décidé au cours de la réunion sécuritaire. Non. Personne ne peut dire que le truc. Ce que je sais, conventionnellement, et ça c'est dans tous les pays où se trouve la gendarmerie, lorsqu'il y a des événements, de grands événements, l'intérieur des enclos est géré par la police et l'extérieur est géré par la gendarmerie. C'est pourquoi je ne me fais aucun doute que moi, je n'avais aucun élément à l'intérieur. Même aujourd'hui, si vous observez très bien, monsieur le procureur, il y a un match de football là, à Conakry, où il y a une grande cérémonie dans l'un des enclos. Ça peut être le stade 28 septembre ou bien ailleurs. Vous venez observer le dispositif. À l'intérieur, ce sont les policiers qui s'y trouvent. À l'extérieur, c'est la gendarmerie. Pourquoi? Parce que les velléités majeures
peut venir de l'extérieur. Et puisque la gendarmerie est un corps militaire, on leur dit de rester dehors. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer ces jours au stade? Comme vous l'avez expliqué là. Non, vous savez, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de réunion directe entre le DGPN et moi. Mais moi, j'ai anticipé avec mon plan d'opération. Pour ce qui est du stade, nous avons pris purement et simplement la devanture. La devanture. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a tout pris. S'il y a des issues, les gens vont éventuellement s'y déployer. Ah, c'est de fait. Parce que s'il y a des issues, vous refusez d'y penser, vous pensez simplement qu'au portail principal, les gens peuvent facilement rentrer par là-bas, par les issues. D'accord. Ma question est répondue. Est-ce que ce jour vous possédiez suffisamment d'armes conventionnelles pour contenir les mouvements de foule? Monsieur le procureur, je n'ai pas voulu trop m'aventurer sur ça, parce que ce problème est un problème entier dans les pays francophones. Les lois disposent des choses, les réalités en disposent autrement. Jusqu'à présent, le débat sur le contenu chimique, physique ou même mathématique de la grenade lacrymogène fait débat. Vous allez en Iran, vous achetez des grenades lacrymogènes, vous les envoyez ici, on dit « Oh, il est venu pour tuer les gens ». Alors que le lacrymogène, par définition, c'est juste un incapacitant. C'est-à-dire, à une certaine distance, je ne dis pas à d'autres distances, mais à une certaine distance, quand vous jetez, c'est la fumée qui sort. Ça prend les yeux, ça prend le nez, et des fois même, en toussant, ça rentre dans la bouche. Cette inhalation-là vous rend incapable de continuer à jeter des pierres ou machin. Donc, en ce moment-là, pour vous dire vrai, en ce moment, il n'y avait pas de lacrymogène. Mais moi, ce n'était pas les lacrymogènes que je voulais d'abord. Mes hommes que je mettais en barrage d'arrêt fixe et fermé, ils avaient droit de bouclier et de casque, plus le bâton de protection. Parce qu'avec le bâton de protection, si vous êtes arrêté, vous avez le bouclier, le gars il vient à côté, avant de vous atteindre, vous pouvez taper à terre ou taper sur son pied, il va reculer. Mais vous n'avez pas de bâton, vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez pas de casque. Il vient directement et monte sur vous. Ah, il faut reconnaître qu'il y a des civils qui sont physiquement dominants face à un homme en uniforme. Donc le matériel, très sincèrement, j'ai remercié les autorités à l'époque pour réussir à nous faire bouger avec les pick-up qui avaient été achetés. Mais c'était très très limité. Malheureusement, les événements du 28 septembre sont venus nous trouver dans ça. Parce que franchement, on avait pris de l'allure pour la réforme. Donc il a fallu maintenant que 2011 pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui. D'accord. Dans vos rangs, est-ce qu'il y avait eu des blessés? Oui. D'accord. Oui. Moi, c'est après, je me suis rendu compte, mais c'était des blessures légères. Et pourquoi moi, je n'ai pas dit au juge d'instruction, que je respecte beaucoup, je ne l'ai pas dit, que j'ai fait, je l'ai dit, je n'ai pas fait de blessés, je n'ai pas fait de dégâts. Les dégâts matériels étaient importants? Non, pas importants. D'accord. Quand il n'y a pas d'accrochage direct avec la foule, si vous repliez, c'est un repli, ce n'est pas une fuite. Si vous repliez, il n'y a pas de dégâts sur vous. D'accord. Alors, des manifestants ont été enlevés pour être conduits au niveau des échos 1 et 2. Ils ont mis quelque temps là-bas avant d'être libérés. Vous avez été informé de cela? Aussitôt, monsieur le procureur, j'ai été informé. Aussitôt, ils ont été libérés. C'était le même jour? Non,
Il y a certains le même jour, mais il y a d'autres le lendemain. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont fait plus de 2-3 jours dans les locaux de la gendarmerie. Bon, Amdallah et en ville. lorsque je n'étais pas au courant, je suis instructeur avec tout le respect que je vous dois des droits humains et du droit international humanitaire. J'ai dit des choses comme ça par modestie, je m'excuse très fort, mais je ne tolère pas un gendarme qui, dans l'exercice de ses fonctions, brise l'espoir d'un civil, d'un citoyen. Parce que prendre quelqu'un, de facto, le foutre en prison, il ne boit pas, il ne mange pas, sans que vous nous rendiez compte officiellement, vous êtes punissable. On appelle ça, comment on appelle ça? C'est un abus de pouvoir. D'accord. Le gendarme a le droit d'interpeller. Mais par la suite, il identifie. Mais après, il faut qu'il donne le motif pour lequel il a interpellé. Si le motif n'est pas valable, non. Il faut libérer aussitôt. Est-ce que vous avez été mis au courant des tortures qui leur avaient été infligées là-bas? Où ça? Dans les locaux de la gendarmerie. Quelle gendarmerie? Écho 1, Écho 2. Non, je n'ai pas été mis au courant de ça. Vous n'avez pas été informé? Non, 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 non. J'ai été informé de l'interpellation des gens pour diverses raisons. J'ai ordonné libérer aussitôt. Parce que moi, j'étais au centre des opérations. D'accord. Donc, toute information qui remontait, je la filtrais aussitôt. Je ne donnais pas le temps. D'accord. Est-ce que vous avez été informé de l'interpellation de Ibrahima Kamara Kalonzo? Conduit au PM3. Oui. Est-ce que le 28 septembre 2009, il était dans les locaux du PM3? Monsieur le procureur, il faut sincèrement faire venir l'officier qui était en charge du PM3 et qui gérait Kalonzo. Je crois que Kalonzo a fait l'objet de 2 gestions, si je me rappelle bien. Un premier chef, dont je ne peux pas donner le nom, c'est un doyen que je respecte beaucoup, et le colonel Gabriel, qui était le dernier. Ce que je reconnais, c'est que Kalonzo a fait l'objet d'excès de détention. D'excès de rétention. Oui, le temps de détention. Je me suis déplacé moi-même. Je suis venu au PM3. Je faisais une promenade tendant à savoir qui et qui sont là. J'ai coïncidé à lui sur un petit lit. J'ai dit, ah, Kalonzo, parce que c'était un homme très actif dans l'antidrogue. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, ah, on m'a envoyé parce que j'ai détourné de l'argent ou des biens, quelque chose comme ça, j'ai oublié. J'ai dit, mais tu es là depuis combien de temps? Quand il a dit, j'ai pris ma tête. J'ai demandé aussitôt à Gabriel, j'ai demandé qui l'a fait venir et de passer par toutes les voies et moyens pour qu'il quitte. S'il ne quitte pas, je vais le libérer. Ou il quitte en le laissant se retourner dans son unité. Mais si vous savez qu'il a vraiment fait du mal, il a comment j'appelle ça? Il s'est mal conduit, mais la justice, le tribunal est là. Parce qu'en ce moment, on n'avait pas les tribunaux militaires. Tout ça, ça m'a donné le sens de convaincre les autorités pour mettre les tribunaux militaires en place. Et ça, grâce à vous, ça a été réalisé. Mais sincèrement, il faut le registre pour dire qu'il était là de tel moment à tel moment. S'arrêter ici fortuitement, dire qu'il était... Je reconnais qu'il a passé trop de temps là-bas. Mais après, j'ai appris qu'on l'a fait sortir, parce que j'avais un peu tapé la table avec mon officier. On l'a fait sortir, qu'on l'a affecté, sur l'instruction des autorités qu'il avait amené là-bas, qu'on l'a affecté comme officier de liaison à Chouj, à Fria. J'ai dit, mais en ce moment, il n'avait rien fait. S'il est sorti avec tout ce temps, il n'est pas allé à la sûreté ou ailleurs, c'est que je ne comprends pas. Donc, mais je ne me suis pas trop intéressé, parce que le PM3 à l'époque était un peu partagé. D'accord.
Et lorsque Toumba avait déposé les leaders politiques blessés au niveau de l'état-major de la gendarmerie, est-ce que Marcel était venu à sa suite pour agresser physiquement Jean-Marie Doré? Je n'ai pas vu Marcel à l'état-major de la gendarmerie. Vous n'avez pas appris cela? Non, je ne l'ai pas vu, on ne me l'a pas rendu compte. Je vous dis, on m'a dit, mon monsieur le chef d'état-major, j'étais commandant à l'époque, vous-même, prenez vos dispositions. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont venir les prendre. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir les prendre, mais moi, je ne les laisse pas. Mais sincèrement, je n'ai pas vu Marcel. D'accord. Mais on vous avait quand même dit que les gens vont arriver. Vous ne saviez pas, il s'agissait de... Non. Moi, en tant qu'officier chef d'état-major, si d'abord mes officiers de renseignement, je les prends en pincette. Parce que quand le renseignement n'est pas filtré, il ne passe pas par le vrai laboratoire, il peut paraître farfelu. Et vous allez perdre des moyens et de l'énergie inutilement. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dire quelque chose que je vais commencer à crier. Je leur ai demandé qui vient. Ils ont dit que c'est des pick-up qui vont venir. Je dis, alors, si c'est des pick-up qui vont venir, tout le monde n'a qu'à rester ici. Prenons les dispositions pour l'infirmerie de la gendarmerie et l'état-major. D'accord. Mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Alors, même par curiosité, vous n'étiez pas allé voir l'intérieur du stade après les massacres? Non. Non. D'accord. Et parlez-nous un peu du colonel Blaise Goumou qui était avec vous à la gendarmerie. Ah, monsieur le président. En ce moment, ils vont m'amener à noter le colonel Blaise. Et je ne crois pas que cela puisse vous plaire si je le note. Tout ce que je sais du colonel Blaise, d'abord, je suis de la même promotion de recrutement que lui. Mais c'est moi qui l'ai préparé pour entrer à l'école des officiers. Parce qu'à l'époque, il travaillait à Amdalaï. Il était adjudant d'escadron. Un jour, je suis venu le voir. Il dit, mais petit, qu'est-ce que tu cherches ici? Il dit, non, j'ai dit, tu arrêtes ça. Va à l'école. Viens, je te prépare, tu vas à l'école. Et effectivement, il l'a fait, il est parti à l'école. Mais quand je suis revenu de Haïti, pendant que je montais le dispositif, il a été l'un des éléments que j'ai pris, ça a crié, pour devenir commandant de l'escadron mobile numéro 3. Ça a crié. C'est parti un peu loin, je l'ai retourné. Mais, rassurez-vous qu'il fait partie des hommes qui avaient été sélectionnés par voie de test pour devenir les futurs magistrats militaires. Le premier groupe, parce que maintenant il y a beaucoup de groupes. Ensuite, il a été un élément sur qui je me suis appuyé dans l'exercice de la police judiciaire au sein de la gendarmerie. Très sincèrement. Et il m'a fait satisfaction. Enfin, je l'ai utilisé comme directeur de certains stages des officiers à l'école de la gendarmerie. Bref, c'est en quelque sorte un produit à moi, techniquement et professionnellement. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Et est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ça a crié lorsque vous l'avez pris? Hein? Pourquoi ça a crié lorsque vous l'aviez pris? Non, je savais que partout où il va être vraiment un bon élément. Non, vous dites que dès que vous l'avez pris, ça a crié. On ne voulait pas qu'il soit là? Ou qu'est-ce qu'on lui reprochait? Non, on ne voulait pas qu'il quitte là où il était pour rentrer dans les rangs de la gendarmerie. D'accord. Et au point de vue comportement? Comportement? Ah, Blaise, je l'ai connu chrétien, au vrai sens du mot. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis guerrier, je suis ceci, cela. C'est l'occasion pour moi de parler un peu. Je suis né à Zénikouré. De père et de mère de Tougué. Jules de Baldé, Alar Baketa. Mais j'ai entendu même certains dire que ma maman est une guerrier. Donc je suis guerrier. Mes propres parents, j'ai des parents de Tougué qui disent ah, parce que simplement,
ils ont appris que j'y suis né, j'ai grandi, je me suis épanoui, machin. Mon père était un fonctionnaire militaire. Donc, je suis né à Zérékoré, pas par ma volonté, mais par la volonté de mon père. Et c'est pourquoi je me considère comme citoyen de Zérékoré, parce que quand vous naissez quelque part, vous n'avez pas le droit de penser autrement. D'accord. Et au sein du camp Alpha Yaya Diallo, Oui. vous étiez au courant des différentes enquêtes qui se menaient là. Et les gens étaient retenus parfois très longtemps. Monsieur le procureur, non. Je ne suis pas intéressé. D'accord. Et certaines victimes ont déclaré ici avoir été agressées, violentées par des gendarmes et même dépossédées de leurs biens au stade. Vous n'avez pas appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez reçu aucune plainte par rapport à ça? Non, 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 non. Ma réaction, elle est instantanée face à ce genre de situation. Tout le monde le sait. Le citoyen, pour moi, c'est tout pour l'État, c'est tout pour la nation, c'est tout pour la patrie. Donc, le gendarme qui est fait pour le mettre en sécurité, pour le sécuriser. Et sécuriser, c'est bien. S'il fait autre chose, à ma connaissance, je ne vais pas le tolérer. D'accord. Les pillages et également le saccage des domiciles de certains leaders politiques. Vous avez appris? Bon, j'ai appris, mais je ne me suis pas trop intéressé. Parce que je n'ai pas reçu de plainte. D'accord. Et au niveau de la page 3 de votre déposition, Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, vous avez dit, sur le terrain, il m'a été signalé qu'un groupe de militaires avait été pris à partie par un groupe de manifestants à Bambeto. Il y aurait eu des blessés et des morts. Mais, pour plus d'amples renseignements, il serait bon de s'adresser au service de santé des armées. Est-ce qu'effectivement, on vous a dit qu'il y avait eu des morts à Bambeto? On me l'a dit. Par le fait des militaires. J'ai beaucoup fouillé, monsieur le procureur, mais je n'ai pas trouvé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les informations, on sait quelles sont. Tant qu'une information reste dans son état d'information, vous ne pouvez pas la donner du crédit. Il faut que l'information se transforme dans les laboratoires que vous avez jusqu'à ce qu'elle devienne un renseignement. Là, il n'y a aucun problème. Et qui vous avait donné cette Ce information? sont les agents de renseignement. D'accord. Est-ce qu'on vous a parlé des charniers? J'ai entendu parler, monsieur le procureur. Oui. Vous n'avez pas eu de renseignements à propos? Monsieur le procureur, tout ce qui est lié au corps là, je n'en sais rien, très sincèrement. Même si beaucoup croient que je connais quelque chose de ces trucs-là, je n'en sais rien. Affaire de corps, je n'en sais rien. J'anticipe dès maintenant pour vous le dire. Je ne connais rien de corps. Je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas touché de corps. Non. Ça allait me permettre de mieux vous répondre ici si ma commission avait travaillé. Excusez-moi, parce que si ma commission avait travaillé, ne serait-ce qu'avec la police, on allait exiger certaines conditions. Et si les gens sont précipités, formol, machin, prenez là les camions, envoyez ici, envoyez là. Non. Je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Notre justice est aussi grande que cela. Notre police et notre gendarmerie sont aussi grandes que cela. Pourquoi les gens se sont précipités pour aller prendre machin? Si le cordon avait été mis en place dès le début, scellé, même si le corps faisait 10 ou 15 ou 20 jours, mais au moins, on allait être franchement situé sous la responsabilité d'un juge,
sous la responsabilité d'un juge, on allait être bien situé. Quand certains disent, ah, ils ont pris le corps ici, ils ont envoyé là-bas, ils ont pris. Sincèrement, affaire de corps, je n'en sais rien. Sincèrement, monsieur le procureur. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci, chers assesseurs. On va se limiter là aujourd'hui. Hein? On va se limiter ici aujourd'hui. D'accord, monsieur le président. Vous pouvez vous asseoir. Merci, monsieur le président. Le tribunal renvoie cette affaire au 11 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.